Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu internet, tech et gadgets. On va parler aujourd'hui de plein de choses hyper importantes, essentielles, même fondatrices. Bon, j'exagère un tout petit peu. Dans le monde de la tech, on a un changement d'orientation intéressant pour Apple. On a l'annonce de Google Stadia, la réalisation peut-être enfin du jeu en streaming. Yann, qui nous écoute certainement, a les yeux qui sont en train de tiquer de partout. Ceux qui savent de quoi on parle le savent. Et puis plein d'autres petites news. Et pour m'aider à analyser un petit peu tout ça, j'ai d'une part Cédric, qui vient en remplacement impromptu d'une jeune femme de talent qui malheureusement a dû s'absenter, prise par la grippe. Moi aussi, j'ai un petit début de grippe. Mais du coup, Cédric, bon, j'espère que tu seras là la semaine prochaine, mais oui, tu es aussi là cette semaine. Je ne sais pas s'il gagne vraiment au change, mais en tout cas, je suis là. Merci d'avoir répondu présent. Et on a aussi, pour la première partie de l'émission, la partie où on va parler d'Apple, le plaisir de recevoir pour la première fois Harry Achier, qui est le président et cofondateur de Le Kiosque, une application qui existe depuis un bon moment, qui vous propose d'avoir un abonnement à la presse, qui a donc suivi avec un intérêt tout particulier les annonces d'Apple d'hier. Bonjour Harry et bienvenue. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Je suis très heureux de pouvoir t'avoir. Ça s'est aussi fait un petit peu dans les dernières minutes, donc je suis heureux qu'on ait pu organiser ça. Oui. Et j'ai hâte de savoir un petit peu ce que tu vas pouvoir nous dire et ton analyse sur les annonces d'Apple. Donc on va parler de ça très bientôt, très très vite. Avant ça, je veux qu'on fasse en petite introduction peut-être une petite réflexion sur la manière dont Apple a présenté sa conférence, puisqu'il y a eu au cours de la semaine dernière tout un tas de pré-annonces qui étaient des annonces matérielles, qui n'aurait pas tout à fait une annonce à elle seule, parce que c'est des mises à jour, on va dire, derrière des mises à jour de performance qui sont pas majeures pour le design ou pour les fonctionnalités, mais ils ont quand même mis à jour donc leurs AirPods, plusieurs iPads, les iMac. Il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être gardées pour la conférence, mais ils l'ont pas fait. Cédric, c'était clairement pour montrer à quel point champ libre au service, parce que là c'est vraiment une conférence service, ils ont commencé par ça. Mais les annonces de la semaine dernière, il y a quand même des choses à noter. C'était le retour de l'iPad Air, quand même. Le retour de l'iPad Air, la mise à jour de l'iPad mini qui n'avait pas été mis à jour depuis 4 ans. Quasiment. Ouais, 4-5 ans. Des grosses performances pour certaines machines comme les iMac, les nouveaux AirPods que j'ai commandés. Les iMac qui disposent maintenant de GPU AMD, puisque c'est la nouvelle plateforme qui intègre les GPU AMD dans les CPU Intel, tu sais, le fameux partenariat un peu improbable qu'on n'avait pas vu venir. Donc voilà, c'est d'ailleurs, à mon souvenir, à part quelques ordinateurs portables, mais ce sont les premières machines de bureau, en tout cas, à intégrer ce type de matériel. Donc c'était quand même notable, quoi. Et ça, dans le monde d'avant, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, mais c'était avant. C'était l'Apple d'avant. Maintenant, la manière dont je caractérise un petit peu cette conférence d'Apple, c'est que c'est l'arrivée de l'Apple de Tim Cook, en fait. On a eu un début, enfin une fin d'Apple de Steve Jobs et un début de transformation qui a été laborieux. Et là, on a vraiment l'Apple de Tim Cook qui met en avant... Ah, mais Damned, moi aussi, je suis toujours en retard et j'ai oublié encore une fois de remercier les patriotes. Mais quelle honte, Patrick, parce qu'il y a Simon Pecot, Doc Giver, Benjamin, Pierre Lefort, Hit My Cut, Pen et Christelle P, qui sont aujourd'hui parmi les patriotes que je remercie, qui font confiance à l'émission pour leur livrer des informations intéressantes et bien analysées. Et ces gens qui font confiance, on reparlera de confiance un petit peu tout à l'heure, je voudrais les remercier du fond du cœur, comme tous les gens qui soutiennent l'émission. Le seul moyen de financer le fonctionnement de cette émission, c'est comme ça, c'est d'aller sur patreon.com/rdvtech et de soutenir le Rendez-vous Tech. Donc merci à vous tous. Promis, les prochaines fois, j'oublierai pas. Non mais franchement, Patrick, quel honte. Mais oui, ça arrive. Et donc je disais, l'Apple de Tim Cook, vraiment, c'est pour moi un changement d'orientation important.
sur toute la liste des services. Ils ont annoncé des services sur la presse, sur les paiements, sur les jeux vidéo et sur la télé. Et sur tous ces services, ils ont mis en avant l'ADN d'Apple. Bien sûr, Apple continue à vendre du matériel et j'irais même jusqu'à dire que les présentations des nouveaux services sont un moyen de vous vendre aussi du matériel et de vous garder dans cet écosystème, un truc que fait Apple très très bien. Mais ils ont mis en avant la facilité d'utilisation, l'attention aux détails et puis à chaque présentation, ils ont mis en avant la sécurité, l'absence de tracking publicitaire, le fait que vous puissiez partager tous vos services avec la famille, même si certains n'ont pas eu des détails sur le prix. Ceux dont on a entendu parler plus précisément, eh ben, vous pouvez partager vos services avec toute la famille. Et c'est le cas notamment d'Apple News, le service d'accès à la presse dont on avait beaucoup entendu parler, qui a été officialisé. Alors, c'est un service qui est surtout aux États-Unis, mais ils ont beaucoup mis en avant la valeur des magazines, la valeur du journalisme, la puissance du journalisme. Et donc, c'est une refonte de l'application Apple News, qui, rappelons-le, n'est pas disponible en France. C'est une refonte de cette application qui va un petit peu changer la manière dont elle présente les articles, mais surtout intégrer un abonnement à 9,99 €, partageable avec toute la famille, à plus de 300 magazines, dont certains seront mis en page avec les avantages de l'informatique et des tablettes et des téléphones, des trucs animés, des photos animées, des choses comme ça. Et une autre moitié sera plutôt des magazines traditionnels en PDF. Et du coup, là, je me retourne tout de suite vers Harry, qui est dans ce métier et dans ce travail spécifiquement depuis 2007, si je ne m'abuse. Comment est-ce que toi, tu vois le challenge que se pose à Apple à eux-mêmes, et puis peut-être avec ton expérience de ce travail, puisque le kiosque existe depuis 2007, quelles sont les opportunités et quelles sont les difficultés auxquelles ils vont être confrontés ? Oui, Patrick. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme tu le soulignais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une stratégie de convergence de la part d'Apple, qui est effectivement d'abord un fabricant d'hardware et qui, de plus en plus, se focalise sur la notion de service et donc de cette convergence entre les contenus et les contenants. L'annonce d'Apple News, elle fait suite en fait à l'acquisition d'une société il y a un an qui s'appelle Texture, qui était un consortium d'éditeurs de presse magazine aux États-Unis. Et donc, globalement, le reshape, donc le reformatage de cette application Texture a été annoncé à travers Apple News et Apple News Plus, qui est la partie magazine payante, qui va effectivement aussi intégrer deux quotidiens dans l'offre, donc pour intégrer à la fois la dimension information et également la dimension magazine. Donc, les challenges, pour répondre à ta question, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, évidemment, même si ces notions de service, qui sont un peu le standard du marché, hein, finalement, dans la manière dont Apple annonce les choses, ils le font très bien d'un point de vue marketing, mais il n'y a rien de nouveau dans la proposition de valeur de ce que propose Apple par rapport à des acteurs comme nous, le kiosque, qui faisons ça depuis 12 ans. Donc, il y a effectivement une capacité marketing à mettre en avant quelque chose de nouveau, mais sur quelque chose qui existe fondamentalement depuis un certain temps. Donc, pour rentrer dans le détail de la réponse, le challenge est d'abord sur le contenu. Évidemment, aujourd'hui, la notion de presse, c'est une notion très locale. Et donc, l'enjeu, ça va être de pouvoir convaincre les éditeurs d'être présents sur la plateforme. Donc, ils ont réussi à le faire aux États-Unis avec 300 titres. Donc, en termes d'exhaustivité, c'est intéressant, mais à titre d'exemple, si on compare par exemple à nous, le kiosque, aujourd'hui, on a plus de 1600 titres présents sur la plateforme. Donc, en termes d'exhaustivité, ils sont encore loin derrière nous sur leur capacité à proposer des titres majeurs. Sur le kiosque, si on parle de titres français spécifiquement pour qu'on ait une idée de l'ordre de grandeur, quand tu dis plus d'1 millier de titres, c'est en français ou en plusieurs langues ? Alors, si on peut introduire le kiosque, le kiosque, effectivement, comme tu le disais, c'est une société qui existe depuis fin 2006, qui a été créée avant les arrivées des iPads et des iPhones, mais clairement... C'était ambitieux à l'époque, pour le coup. Et c'était ambitieux. On s'est créé au même moment que d'autres plateformes de contenu, comme dans la musique Spotify ou Deezer, où on a accompagné aussi le bouleversement ou le changement de modèle de Netflix. Donc, sur la verticale presse, on a été effectivement précurseur.
mais les fondamentaux et les convictions sont les mêmes sur l'ensemble des industries de contenu. Clairement, il y a un basculement des usages qui se fait de plus en plus dans le digital. Et donc, nous, on avait cette conviction très tôt que dans l'univers de la presse, les fondamentaux et les usages allaient se déployer. Donc, dans notre idée initiale, il n'y avait pas effectivement d'iPhone, il n'y avait pas d'iPad, l'univers des applications n'existait pas. Mais fondamentalement, il y avait pas mal d'idées autour d'hardware qui pouvaient générer ce type de service. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on avait créé la société. Donc, oui, il y a un enjeu de contenu, il y a un enjeu aussi d'expérience produit. Ça nous semble être essentiel. Et donc là, je crois que c'est une des forces d'Apple de créer des expériences. L'idée, c'est vraiment d'embarquer les utilisateurs et de faire comprendre en quoi le produit a une vraie valeur ajoutée et pourquoi les gens sont prêts à s'abonner et à adhérer à ce type de service. C'est ça qui est intéressant et qui doit quand même, si soyons honnêtes, ça doit quand même un petit peu vous inquiéter à terme, parce que Apple a une histoire dans cette stratégie d'arriver sur un marché qui est déjà existant et par son expérience de la simplification, peut-être de venir récupérer une bonne partie, peut-être pas l'intégralité, mais une partie des clients potentiels, et puis également, bien sûr, d'étendre ce marché en lui amenant plus de visibilité. C'est ce qu'on a vu arriver avec Apple Music, où ils étaient très en retard sur le streaming. On pourrait donner 1000 exemples différents. Ils sont généralement pas les premiers. Mais pour revenir à la question du nombre de titres en français, pour donner un ordre d'idée, tu sais combien de titres en français vous avez ? Donc oui, on a plus de 1000 titres de presse française. Ouais. Donc aujourd'hui, on a à la fois des quotidiens, des magazines, donc dans les quotidiens et les quotidiens nationaux et régionaux. Donc on a une exhaustivité de catalogue qui est assez riche et qui est l'objet d'un travail très long et de conviction. Donc ça fait partie, pour revenir à ta question sur les challenges, ça fait partie des challenges d'Apple parce que effectivement, ils vont avoir cette capacité finalement d'éduquer le marché et donc de faire connaître ce type de service de façon beaucoup plus importante que ce que le grand public connaissait de ce type de marché, puisque la musique ou la SVOD, le film, les séries sont plus mûrs. Alors il faut savoir que on est un peu en France dans un cas particulier, parce que je pense que la maturité du marché de la presse digitale et des acteurs comme le kiosque est beaucoup plus importante, grâce notamment à des partenariats d'envergure avec des opérateurs télécoms ou des groupes comme Canal+, avec lesquels on a conclu un certain nombre de partenariats qui nous permet d'avoir pas mal de visibilité et finalement d'être accessible pour beaucoup d'utilisateurs. Donc l'enjeu, effectivement, est un enjeu de découverte, un enjeu d'exhaustivité du catalogue. Et évidemment, même si Apple a une force de frappe incontournable, d'un autre côté, ça peut aussi faire beaucoup peur les ayants droit sur le fait de dédier et de concentrer leur stratégie digitale uniquement sur Apple. C'est un point sur lequel, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est un point sur lequel j'allais arriver. En France et en Europe, on est assez méfiant des GAFA, peut-être plus qu'aux États-Unis. Donc, il y a une certaine, d'autant plus que les conditions qu'impose Apple, avec absence de tracking, les éditeurs n'ont pas d'infos sur les lecteurs, etc., ça peut être compliqué à faire accepter à des éditeurs, mais il y a une autre question qui se pose également et dont je suis sûr que la plupart des auditeurs des auditeurs évoqueront, c'est pourquoi est-ce que un éditeur de magazine, et là c'est un travail que vous avez dû faire vous avec le kiosque régulièrement, pourquoi est-ce qu'un éditeur de magazine qui propose un abonnement comme Le Figaro ou Le Monde à 10 €, pardon, pas de magazine, là on parle de journaux, c'est peut-être un petit peu différent, mais qui propose un abonnement à 10 € par mois, va vouloir donner son contenu à Apple ou à quelqu'un d'autre qui va proposer un abonnement global pour tous les magazines à 10 €. Quelle est la réponse que vous apportez et du coup que peut-être Apple apportera aussi? Il y a déjà un phénomène de fond qui est qu'aujourd'hui, le monde des applications, c'est un monde extrêmement concurrentiel avec plus de 3 millions d'applications disponibles. Aujourd'hui, dans tous les univers de contenu. La réalité, c'est que les gens consomment en moyenne, utilisent entre 5 et 10 applications de façon régulière. Donc l'enjeu de l'attention et d'avoir une proposition de valeur qui soit suffisamment attractive pour le consommateur est un élément essentiel. Donc pour reprendre des exemples, oui, il y a des contre-exemples avec des éditeurs de presse qui pensent pouvoir aujourd'hui générer suffisamment d'usages sur leur propre application et ne pas avoir besoin d'applications tiers. Mais dans la réalité, sur des modèles payants, même des acteurs comme Le Monde ou Le Figaro n'arrivent pas à capter l'intégralité de l'audience ou des gens qui peuvent être
intéressés par la remarque ou le contenu des offres Le Figaro. Tout le monde qui lit Le Figaro ne va pas vouloir volontairement s'abonner au Figaro. Donc ça, c'est un enjeu de complémentarité, d'accès à l'offre. Finalement, même si on n'aime pas avoir un côté restrictif dans la définition de ce qu'on est, l'objet d'un kiosque numérique, comme dans le monde physique, c'est aussi d'être un complément des stratégies d'abonnement des éditeurs. C'est pas la seule source de revenus, ça vient en supplément. Oui. Donc la réalité, c'est que les éditeurs aujourd'hui, pour pouvoir proposer un abonnement à 10 €, doivent proposer un contenu qui va au-delà simplement du quotidien PDF et des articles qu'ils mettent à disposition une fois par jour. Ils doivent avoir beaucoup plus de contenu disponible. Ça passe par des podcasts et des vidéos. Donc, c'est une expérience et une relation avec leur lecteur qui est très particulière et qui s'adresse finalement qu'à une couche limitée d'abonnés qui a beaucoup de valeur. En revanche, là où nous, on intervient, c'est plutôt sur le phénomène de long tail et donc de s'adresser à tous les lecteurs occasionnels ou des gens qui aiment la presse, qui ont envie de lire une actualité riche ou de l'information de valeur et qui ne peuvent pas non plus s'abonner à une dizaine de titres. Ouais. On reparlait de l'exhaustivité du catalogue qu'on a, mais les gens consomment en moyenne entre 10 et 15 titres tous les mois chez nous. Il est évident, en fonction des modèles et des différents canaux de distribution, il est évident que les gens n'ont pas forcément ni les moyens, ni la capacité de pouvoir surfer d'une application à une autre pour accéder à un site avec autant de richesse de contenu. Donc la notion de plateforme, elle a vraiment de la valeur. Elle a une valeur de comparaison des contenus des uns les autres. Elle a une valeur d'accès dans un point avec un point unique au contenu. Et effectivement, c'est un enjeu aussi d'attention dans la logique où, comme il y a énormément d'applications qui sont disponibles, il faut avoir une application qui soit de qualité, qui soit en interaction avec les utilisateurs. Et donc, finalement, aujourd'hui, même si la porte d'entrée pour développer une application, elle est quasi nulle, puisque c'est ça coûte pas grand-chose de développer une application. Ce qui compte, c'est d'exister dans l'univers des applications. Et ça, c'est un autre enjeu, un autre challenge. Et c'est ça où aujourd'hui on se positionne. Et ce que tu dis dans la complémentarité, on le retrouve également dans le Apple News Plus. C'est vrai que j'ai pas bien fait la distinction, mais il y a Apple News d'une part et Apple News Plus qui est l'abonnement qui donne accès au magazine. Mais le Wall Street Journal, par exemple, qui est un journal à très forte valeur ajoutée, qui a un abonnement très onéreux, va aussi proposer certains articles, une partie de son contenu sur Apple News Plus. Et donc, il cible, là on parle vraiment de l'aspect de l'avantage pour l'éditeur, il va cibler différentes types de lecteurs en fonction de l'endroit où ils vont lire leur contenu. Exactement. Quand il y a des millions de lecteurs attachés à une marque, elle dépasse largement l'audience adressable en tant qu'abonné payant. Donc c'est assez restrictif finalement de simplement limiter l'accès à ce contenu payant à simplement ses abonnés. Donc il y a des logiques aujourd'hui, il faut comprendre que il y a des logiques dans le monde de la presse qui font qu'il y a un besoin d'augmenter la diffusion et je pense qu'il y a aussi un besoin de compléter le nombre de points de contact avec les marques de presse. Donc plus aujourd'hui vous êtes disponible dans des plateformes crédibles et qui apportent de l'audience, plus vous valorisez finalement vos marques, vos revenus et donc c'est un cercle vertueux. Pour moi, il faut pas opposer et être dans une situation défensive. Quand on est éditeur, il faut plutôt être dans une logique aujourd'hui de comment, dans un univers ouvert comme l'univers du digital, on puisse mettre en avant nos marques et les valoriser. Donc ça, c'est tout l'enjeu des plateformes. Et maximiser le nombre de contacts contacts potentiels qu'on a avec les lecteurs potentiels, quoi. C'est d'ailleurs. Pour revenir à ta question sur l'opportunité, évidemment, nous, on est plutôt content qu'Apple vienne sur notre marché parce que ça crédibilise et valorise finalement le positionnement qu'on a et qui existe depuis 12 ans. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle à partir du moment où la plus grande boîte du monde aujourd'hui va sur cette stratégie de service de contenu et fait de la presse un fer de lance dans son développement. C'est quelque chose qui est extrêmement positif pour nous. Et comme tu le disais, Apple Music est arrivé sur le marché de la musique après d'autres acteurs comme Spotify ou Deezer. Ça n'a pas empêché ces sociétés de continuer à se développer et même à prospérer. Donc pour nous, au contraire, on va plutôt bénéficier d'un effet d'entrain dans le développement d'Apple News qui va faire de plus en plus connaître ce type de service et porter finalement l'audience, élargir l'audience naturelle
de ce type de service à une base d'utilisateurs beaucoup plus large. Hein. Là, j'irais même jusqu'à dire que vous, spécifiquement, si on parle de le kiosque ou d'autres acteurs de ce type-là, vous avez une opportunité maintenant, jusqu'à ce qu'Apple News arrive en France, vous avez une visibilité accrue, je pense, et c'est le moment justement de profiter de cette opportunité, peut-être pour être suffisamment implémenté, pour le jour où ils arriveront, s'ils arrivent, a priori, je pense qu'ils s'orientent suffisamment dans cette direction pour arriver, pour être un de ces acteurs qui continuent à exister en parallèle de la force de frappe d'Apple, quoi. Bien sûr, et c'est ce qu'on a déjà entrepris, puisque nous, on a depuis, en fait, notre stratégie, elle a été basée sur plusieurs piliers. Le premier enjeu, c'est un pilier d'innovation et d'expérience produit. Donc, évidemment, on a une culture Apple en interne, donc on a toujours été convaincu que pour pouvoir exister sur un horizon de temps long, il faut que les consommateurs qui connaissent le service soient satisfaits du produit. Donc, on est une boîte d'innovation et on continue de façon permanente à vraiment innover et proposer la meilleure expérience du marché sur l'univers de la presse digitale. Le deuxième élément, c'est le contenu et comme on le disait précédemment, de nouer des relations de confiance avec des éditeurs, c'est un élément qui est essentiel et effectivement, on a un catalogue extrêmement exhaustif. Et on a un élément de primeur par rapport à Apple. Alors bien qu'on est bien plus petit, c'est que notre indépendance, puisqu'on est une boîte totalement indépendante, nous permet d'avoir une relation totalement neutre avec les éditeurs et on les rassure parce que finalement, notre intérêt, c'est plutôt de développer leur diffusion, la consommation de leurs titres. Et donc, forcément, ils sont plutôt enclins à venir chez nous. Ils se posent moins de questions que par rapport à Apple. C'est hyper intéressant. Oui, vas-y, termine. Ouais. Et le troisième et le quatrième axe, c'est qu'on n'a pas encore une notoriété naturelle comme Apple. Donc nous, on a une conviction, c'est que ce type de service, un peu dans la même logique qu'Apple, ont du sens et ont de la valeur pour des acteurs qui se positionnent soit sur ce qu'on appelle le contenant de façon générale, et notamment les opérateurs télécoms ou des groupes comme Canal+. Donc globalement, ils ont une audience. Leur métier historique est plutôt basé sur les abonnements à un téléphone et qui a été rajouté avec de la 4G ou de la 5G aujourd'hui. Et donc ces opérateurs, pour justifier la valeur et maintenir finalement leurs abonnés, rajoutent des couches de services. Ça avait été le cas avec de la musique. Hein. C'est comme ça aussi que la musique a décollé en France, par exemple avec Deezer ou Spotify. C'est des partenariats avec ces opérateurs télécoms qui ont permis de faire découvrir ce type de service. Ça a été un exemple en France, mais dans beaucoup de pays, c'est exactement le même cas. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, puisque depuis 2014, on a noué énormément de partenariats avec des opérateurs télécoms. Et aujourd'hui, on est notamment présent dans les offres premium de Bouygues Télécom, ou on est présent dans la Delta de Free. On est également en partenariat avec Cdiscount. Donc, on offre l'opportunité, finalement, d'adresser notre service à un nombre d'utilisateurs extrêmement large. Et donc, ça, c'est un élément essentiel dans notre stratégie. Et la quatrième, c'est l'offre. C'est aussi que Apple News Plus, c'est un service d'abonnement. Et on a aussi convaincu les éditeurs aujourd'hui d'aller dans cette logique d'abonnement. Et c'est ce qu'on a réussi à réaliser puisque notre offre illimitée existe depuis plusieurs années et en constante progression et évolution. Voilà. Mais c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes parce que ça s'applique, je crois, pas seulement à Apple News et à Apple News Plus, à ce type d'abonnement de la presse. Ça s'applique vraiment à la politique qu'on peut avoir, ou pas la politique, mais plutôt même l'attitude qu'on peut avoir dans ces différents domaines, ces différentes industries où le contenu est essentiel. Oula, il y a des trucs qui grincent. Pardon, oui. Le contenu est essentiel et on a beaucoup parlé de la difficulté qu'a eu Canal+ à résister aux assauts de Netflix avec une sorte de pas de défaitisme, mais enfin de pointage de doigts selon lesquels Canal+ disait on ne peut pas résister à Netflix aujourd'hui, ils sont trop gros, blablabla. Et j'aurais pas dû dire blablabla, c'est un petit peu... je veux pas être dismissive pour faire un anglicisme, mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, historiquement, Canal+ a considéré l'idée de racheter Netflix à une époque où ils étaient tout petits, et ils étaient, eux, justement, très dismissives. Ils les considéraient comme des petits auxquels ils ne croyaient pas, et on a eu cette attitude qui a été clairement une erreur au départ.
la presse étant tellement locale, à mon avis, ça va pas être aussi facile pour Apple News Plus d'arriver dans tous les différents pays où les langues sont différentes, parce qu'avec la musique, tout le monde écoute plus ou moins la même musique. Bien sûr, on va intégrer. Surtout, on oublie une dimension depuis tout à l'heure, mais dans Apple News Plus aussi, ils nous promettent une curation faite à la main, comme ils font pour Apple Music et ainsi de suite, en fonction de notre profil et de nos goûts. Des quantités d'articles sélectionnés ou de magazines qui font partie de l'abonnement. Et effectivement, si ça, aujourd'hui, pour Apple, le faire en anglais, ça pose pas de souci. Aujourd'hui, le faire en français, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ça nécessite ils le font de pour nouvelles équipes. C'est ça. Ils le font pour l'App Store, ouais, mais ça reste... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que... Effectivement, je les vois pas débarquer avec Apple News Plus chez nous avant un bon moment, ouais. Bon, c'est une opportunité pour le kiosque. Non, mais bon, voilà, après les opportunités, aujourd'hui, effectivement, personne n'a de boule de cristal dans cette industrie. C'est vrai qu'il y a des phénomènes de balancier. Il y a 2 ans, on disait Canal+ était au plus mal, et puis notamment par rapport au droit du sport, et aujourd'hui, on voit bien qu'ils résistent et ils ont une stratégie, notamment autour des contenus originaux, qui semble fonctionner. Donc c'est vrai que ces effets de balancier, nous, notre conviction, c'est qu'il n'y aura pas 50 000 acteurs dans l'industrie de la presse, comme il n'y en a pas 50 000 dans l'univers de la musique ou de la SVOD, mais que des exemples comme des Netflix ou des Spotify sont des bons exemples des marches à suivre. Donc, avec des particularités propres à notre industrie, comme vous le soulignez, ou le fait qu'il y a une dimension extrêmement locale. Nous, le kiosque, on n'est pas uniquement français, puisqu'on est aussi en Angleterre, en Italie. C'est les 3 pays où on est implémenté. On a fait le choix pour le moment de ne pas aller aux États-Unis parce qu'on savait qu'Apple allait se positionner et que les États-Unis, c'est un Eldorado, mais c'est aussi une industrie, un environnement de marché qui peut coûter extrêmement cher, notamment vis-à-vis des ayants droit. Mais on voit bien qu'en Europe, il y a une appétence et une demande sur ce type de service. Et là où Apple, sur la curation, sur la sérendipité, aujourd'hui, les services fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de proposer aux lecteurs plus que l'accès à un magazine ou à un quotidien. On essaie de proposer une expérience et c'est là où la différence va se faire. Si Spotify a réussi à devenir l'acteur leader sur le marché, c'est parce qu'il propose une expérience et une marque qui fait que les consommateurs sont attachés au service. En tout cas, nous, chez Le Kiosque, c'est notre mission tous les jours de exactement essayer de faire la même chose. Et on n'est pas insatisfait des résultats et on pense que c'est l'opportunité. On est en train de le perdre. Non, je suis toujours là. T'es toujours là. Okay. L'opportunité d'avoir Apple sur notre sujet est au contraire revivifiant et nous stimule dans le fait qu'il va y avoir forcément une accélération des calendriers. Après, est-ce qu'ils vont arriver en Europe rapidement? Ils ont annoncé qu'ils seraient probablement à l'automne en Angleterre et en Australie. Ça va prendre plus de temps. Évidemment, il faut agir pays par pays. Effectivement, il n'y a pas d'effet global dans le contenu, comme on peut le connaître dans la musique ou dans la SVOD avec des services ou des programmes mondiaux. Ok, écoute, je pense qu'on on a déjà pris assez de ton temps. On va te laisser partir. Tu m'as dit que tu avais à peu près une demi-heure et on l'a entièrement mangé. Donc, merci d'avoir livré nous avoir livré ton expertise. Donc, on le rappelle, le kiosque sur le kiosque kiosk.com. Est-ce que tu veux donner d'autres détails? Peut-être ton compte Twitter que je mettrai dans les notes de l'émission, comme ça les gens peuvent retrouver tout ça. Voilà, c'est Harry Assuyed et le kiosque /fr pour pouvoir accéder au service Le Kiosque. Lekiosque.com/fr. Voilà, le kiosque FR, le kiosque avec un K /fr. Voilà. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harry. Au revoir. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Bon, donc on va continuer. Sur Apple News, on a quand même beaucoup parlé, mais c'est intéressant parce que c'est d'une part assez représentatif de la manière dont Apple approche les choses pour tous ses services. Et puis, c'est particulier parce que la presse, comme on le disait, c'est tellement local que je pense qu'il faut passer un certain temps à en parler spécifiquement. Quelque chose à ajouter sur Apple News où on avance ? Non, tu peux avancer. D'accord. Bon, Apple Pay est le service suivant dont ils ont parlé. Alors, Apple Pay existe depuis un moment. Moi, je commence à m'en servir de plus en plus et j'avoue que le fait de payer, alors c'est pas Apple Pay spécifiquement, mais le fait de payer avec le téléphone ou la montre, c'est quand même assez pratique. Mais bon, j'en parlerai peut-être à un autre moment.
la grosse annonce qu'ils avaient par rapport à Apple Pay, c'est Apple Card, une carte de crédit qui, je pense en France, est un objet un petit peu étrange parce qu'on n'en a pas du tout des cartes de crédit comme elles fonctionnent. Enfin, pas du tout. Généralement, on n'en a pas. Les règles sont beaucoup plus strictes en France. Généralement, ce qu'on a, c'est une carte de crédit qui va nous obliger à payer à la fin du mois ce qu'on doit et basta. Aux États-Unis, c'est très différent. Une carte de crédit, c'est vraiment un crédit qu'on prend en payant avec la carte. Et puis à la fin du mois ou des 2 mois ou ce que c'est, il faut rembourser ce qu'on a emprunté. Donc ça peut amener des problèmes significatifs. Mais ce qui était intéressant avec la carte Apple Card, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont implémenté tous les bénéfices de la fintech, de la technologie, dans les domaines financiers, là où le monde des cartes de crédit a l'air un petit peu en retard quand même par rapport aux bénéfices de la technologie. Un truc qui était hyper intéressant, par exemple, c'est que pour chaque transaction, il retrouve le nom un petit peu avec le nom un petit peu étrange qu'il y a sur votre ligne de transaction dans le compte en banque. Eh ben, ils vont retrouver exactement l'endroit où vous avez utilisé votre carte. Donc, le magasin ou le truc que vous avez où vous avez acheté votre truc pour savoir de quoi il s'agit. C'est pas un nom étrange auquel vous comprenez rien. Quand je dis Apple Card, c'est une carte bien sûr intégrée à Apple Wallet. C'est pas une carte physique, même s'il y a une option d'avoir une carte physique pour les endroits où on peut pas aller à payer avec Apple Pay. C'est donc une carte de crédit virtuelle, mais l'intérêt est que c'est une carte de crédit. Il y a du cashback, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3% de cash qui nous revient sur les sommes qu'on dépense avec la carte, qui sont utilisables de n'importe quelle manière qu'on peut utiliser du cash. Il y a des taux d'intérêt plus bas, il y a plus de clarté dans les informations, des classements entre les différents types de postes de dépenses qu'on fait, comme l'ont essayé de le faire certaines banques, mais ça marche pas toujours super bien. Je pense qu'Apple aura plus d'expertise dans ce domaine. Bon, il n'y a pas 1000 choses à dire sur l'Apple Card, je pense, mais ton avis intéressant, intrigué ? Non, moi aussi, je suis comme toi, j'utilise beaucoup Apple Pay et depuis le début, en fait, parce que j'ai eu, entre guillemets, la chance d'être dans une banque qui l'a proposé quasiment au départ. Donc moi, ça fait maintenant ça fait 2 ans au moins, je pense que je l'utilise. Et je l'utilise quasiment au quotidien. C'est même arrivé l'autre jour d'arriver à la caisse, de pas avoir ma carte bancaire et de me dire mince. Et en fait, j'avais mon téléphone, du coup, j'ai payé avec. Ouais. Mais maintenant, ça devient même un réflexe. C'est-à-dire qu'il y a même des endroits où je sors même plus ma carte. Je paye avec ma montre ou avec mon téléphone si je l'ai en main. Pareil, ouais. Et je me pose plus vraiment ces questions-là. Après, concernant la carte en elle-même, écoute, bon, pour le moment, c'est une carte de crédit, quoi. Le truc qui est nouveau. C'est une carte de crédit. Je pense pas que ça arrivera en France, parce que les cartes de crédit fonctionnent pas de la même manière chez nous. Non. Mais par contre, si vous pouvez mettre du cashback sur Apple Pay, même si c'est pas une carte de crédit, autant se dire que ça m'intéresserait, tu vois. Non, mais voilà. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais le move est un peu étonnant. Ah, c'est un service de plus, c'est vraiment le thème récurrent. Oui, c'est un service de plus, ouais. Mais je m'attendais pas à ce que Apple propose un service de crédit, en fait. Mais ils sont en partenariat avec Goldman Sachs, qui est en fait la banque et Mastercard. Donc c'est la banque qui émet effectivement la carte de crédit. Donc Apple n'est pas devenu une banque, il gère juste les services autour de la carte elle-même. C'est intéressant parce que c'est un crédit, je pense, un service dans lequel ils ont identifié des plus qu'ils pouvaient amener pour leurs utilisateurs, et ils ont vu que ça pouvait être donc des services plus pratiques et bien sûr un moyen de faire de l'argent. Et là encore, c'est un thème qui est récurrent, c'est on va vous proposer plein de services différents qui vont vous faciliter les choses, avec toujours cette focalisation sur on vous traque pas, c'est sécurisé, on protège votre vie privée, etc., qui sont... Il y a une vraie opposition avec les autres offres que peuvent faire les géants du net. Mais on y reviendra peut-être en conclusion. Sur l'Apple Store, enfin l'App Store plutôt, ils ont fait un petit laïus et ils ont annoncé Apple Arcade, qui est en fait un abonnement. On n'a pas les détails. L'Arcade arrivera fin 2019 dans 150 pays. On n'a pas les détails sur le prix de l'abonnement, mais l'abonnement inclura un accès à au moins une centaine de jeux payants et plus qui arriveront au fur et à mesure. Et là encore, il y a un certain confort, une certaine sécurité, parce que il y a sur ces jeux-là, il y aura
pas de contenu supplémentaire achetable, pas de microtransactions. Ce sont des jeux payants qui sont une expérience totale qui est accessible et c'est tout. Alors Apple va contribuer au financement de certains de ces jeux. D'autres seront des jeux qui seront exclusifs sur ce service et pas disponibles dans l'App Store. D'autres seront des jeux qui seront disponibles dans l'App Store aussi et accessibles par ce service. On n'a pas encore le prix, mais là encore, c'est Apple qui fait, qui est disponible. Ils ont regardé les apps et ils se sont dit, OK, est-ce qu'on peut proposer un service pour les apps ? Pour les apps qui ne sont pas des jeux, ben, c'est quand même relativement limité. Comme le disait Harry, on en utilise 5, 10 régulièrement et c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas énormément de services à proposer là. Par contre, pour les jeux, il y a un truc à faire. Ils se sont lancés, engouffrés dans cette brèche. Et je crois que le service pourrait être intéressant, quoi. Oui. Ouais, je pense aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est ils ont mis en avant surtout le fait que on tombait sur des jeux qui n'étaient... Enfin, il y a un peu de tout dans l'App Store. Hein. Sincèrement, il y a des jeux avec énormément de publicité, avec des achats in-app, avec tout un tas de choses. Là, on parle de jeux sans pub, sans achat in-app. Et des jeux, j'allais dire des AAA indés, mais c'est un peu ça, quoi, en fait. Il y a vraiment un accent sur la qualité, sur la créativité, sur la créativité et la qualité, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont signé avec des grands noms. Hein. Exactement. On a vu passer Sega, on a vu passer même le groupe Lego, hein, qui maintenant est devenu un éditeur de jeux vidéo à part entière. Mais pas que. On a vu Devolver, on a vu plein de gens comme ça avec la Sakaguchi. Enfin, il y a plein de gens avec la créativité débordante. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des vrais grands jeux indés pour la plupart. Pas que, mais pour la plupart. Et avec une patte graphique et une qualité qui est le maître mot en fait de cette partie arcade du store. Et l'abonnement payant avec plus de 100 jeux accessibles et tout ça, il faut le rappeler, c'est quand même cross-platform. C'est-à-dire que vous y jouerez sur votre... multi-support plutôt. Vous y jouez sur votre téléphone, vous y jouez sur votre tablette, sur votre Mac et sur votre télévision. Avec des manettes certifiées. Mais voilà, l'idée globale quand même, c'est de proposer un service de jeu de qualité. C'est-à-dire que vous ne paierez pas après pour les jeux. Hein. C'est un abonnement, vous accédez aux jeux de façon illimitée. Et si le jeu est mis à jour, ou si un add-on sort, un nouveau personnage ou un truc du genre, eh bien, il sera automatiquement inclus dans le jeu et dans l'abonnement, en fait. Disponible aussi offline. Ils ont mis l'accent sur le fait de la disponibilité offline, parce que, évidemment, pour eux, quand on passe après Google et Stadia, on peut se poser des questions sur la légitimité que l'on a sur ce territoire-là. Tout le monde va vers le cloud gaming et le streaming de jeux à distance. Eux, ils sont plutôt sur non, mais nous, on fait du jeu mobile accessible partout dans notre abonnement et ça sera des jeux de qualité, sans pub, sans rien du tout. C'est vraiment, maintenant que j'ai un enfant, je regarde ce genre d'annonce d'un œil un petit peu différent. Je me dis, ce genre de truc, c'est tellement la foire, et là encore on regarde du côté de Google et peut-être de YouTube avec les préoccupations qu'on a quand c'est pas des écosystèmes qui ont une certaine curation et une certaine surveillance, même si Google surveille, mais c'est beaucoup plus ouvert. Et je me dis, entre les deux, et peut-être qu'on en parlera quand on parlera de l'Apple TV+, moi, je suis beaucoup plus confiant pour laisser mon fils, ou même moi, pour utiliser des trucs quand je me dis, oui, au moins, il y a un garde-chiourme à la porte. Oui, ça pose des problèmes, et Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé, mais on est peut-être, surtout pour les enfants, un petit peu plus tranquille. Bon, ça, c'est pour l'Apple Arcade qui sera disponible que à l'automne, et qui, là, sera certainement en France, 150 pays. On n'a pas le prix encore, comme on le disait, mais la dernière partie, et peut-être même la plus importante, surtout pour le marché américain, c'est l'Apple TV. Alors, l'app Apple TV elle-même a été mise à jour avec tout un tas de contenus supplémentaires. Il y a la possibilité de s'abonner à des packs de câbles, de câbles opérateurs directement depuis l'application Apple TV. Attention, il ne faut pas confondre l'Apple TV, la set-top matériel box, et l'app qui d'ailleurs sera disponible sur Mac, sur certaines télévisions en partenaire, genre Samsung, LG, Sony. J'espère que sur LG ça arrivera d'ailleurs, sur ma LG de l'année dernière, etc. Sur Roku, sur Fire TV d'Amazon, donc ils vont vraiment mettre l'application sur plein d'endroits différents. Et ils ont donc inclus
beaucoup plus de services, donc des packs de câbles, des chaînes du câble et des applications qui étaient déjà disponibles sur l'Apple TV, sur les produits Apple comme HBO, Starz, Showtime, des grandes chaînes quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les émissions qui sont disponibles sur tous ces services sont séparées de leur application, disponibles individuellement sur l'application Apple TV. Et quand vous lancez une série, vous n'allez pas lancer l'application tierce pour voir cette série, mais elle va se lancer directement depuis l'application en question. Donc ça devient une sorte d'immense guide de tous les services auxquels vous avez accès et qui sont disponibles à l'intérieur de cette application. Ouais, jusqu'à présent, l'application, en gros, faisait simplement des espèces de liens dans les autres applis. Par exemple, Molotov, chez nous, est compatible avec l'appli ou MyCanal. Et si vous cliquez sur un contenu, ça va lancer en fait l'application MyCanal, par exemple, ou Molotov, pour afficher ce contenu-là. Par exemple, il y a les contenus en direct chez nous. Vous avez par exemple les chaînes d'infos dans l'application Apple TV. Et si vous cliquez dessus, ça lancera l'application Molotov pour afficher la chaîne directement. Là, l'idée, c'est que vous ne quittez plus l'appli. C'est ça la nouveauté, en fait. Et donc, ça ajoute encore une fois à cette idée de praticité. C'est beaucoup plus pratique. L'expérience utilisateur, praticité. L'expérience utilisateur est améliorée. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on répète depuis le début. C'est un truc qu'on attend d'une société comme Apple, même si c'est pas des choses incroyables, révolutionnaires. Le fait d'avoir 15 applications différentes dont il faut entrer, sortir pour avoir les différents contenus auxquels on veut avoir accès, c'est quand même un petit peu le bordel. Et là, c'est une mise en ordre qui est quand même assez pratique et assez bien pensée, avec en plus le bénéfice que Apple ne partage aucune information avec les services en question. Vous pouvez vous abonner à ces services par l'application directement, et c'est hyper simple, on clique 2 fois et c'est bon. Et Apple ne partage pas les informations avec les services en question. Il n'y a pas de publicité, vous pouvez télécharger les applications, etc. Donc, ça, c'est intéressant en soi déjà à la base, mais il y a en plus de ça le service Apple TV+, qui est donc le fameux... Ah oui, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais Netflix n'est pas présent dans ce partenariat. Oui. C'était déjà le cas avant, ça n'a pas changé, on le savait. Et ça illustre bien, encore une fois, ce que disait Harry tout à l'heure, c'est qu'il y a la place, même sur l'écosystème Apple, il y a la place pour 2 ou 3 acteurs dans le même domaine. Donc, en l'occurrence, c'est a priori Netflix d'un côté et puis plusieurs acteurs de l'autre, mais intégrés à l'application Apple TV. Il faut dire aussi que c'est pas tout à fait le service de Netflix à la Netflix de Apple qu'on a vu arriver. C'est vraiment cette idée de mettre tout le monde dans ce bac qui est plus accessible pour le milliard d'utilisateurs de produits Apple dans le monde. Et donc, il y a, je crois, bien sûr, s'ils peuvent se faire bouffer au bout d'un moment, il y a quand même plus d'avantages pour les sociétés qui fournissent ces services. HBO, Starz, en France, on parlerait de MyCanal ou de OCS, etc. Que si Apple sortait un service 100% concurrent, même si Apple TV+ est un peu, a priori, ce service 100% concurrent. On n'a pas eu ni la date de lancement, ni les informations de prix, là non plus. On sait qu'il sera disponible dans plus d'une centaine de pays et qu'il arrive cet automne. On imagine que le prix sera d'une dizaine d'euros, peut-être un petit peu moins pour faire produit d'Apple sur les produits Apple. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit peu un festival de grandes stars de Hollywood. On a eu Steven Spielberg, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Jason Momoa et Alfred Woodard, que les gens qui s'intéressent à la télé connaissent. Il y a même eu les marionnettes de Sesame Street, de 1 rue Sésame, avec une émission sur le code qui était assez sympa. J.J. Abrams, enfin bref, il y avait vraiment des stars. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que toutes ces émissions dont il parlait, toutes ces séries, comment dire,
en fait, quand Netflix a commencé à produire du contenu, ils ont produit tous les 6 mois, il y avait une série qu'on avait vraiment envie de voir. Ça a commencé bien sûr avec House of Cards. Là, il y avait 5 ou 6 séries où je me suis dit ah ouais, ça j'aimerais bien voir, et c'était le killer show quoi, comme on a les killer games ou la killer app qui est le truc qui convainc les gens d'acheter une console ou de faire une dépense. Sur Netflix, on s'abonne au début, en tout cas on s'abonnait à Netflix pour une série. Là, il y en a 4 ou 5 où je me suis dit ah bah ouais, moi je voudrais bien m'abonner, peut-être pour 1 mois ou 2 pour voir, mais je voudrais bien m'abonner à ce service pour cette série et voir ce que ça donne. Mais il y en avait 4 ou 5 ou même plus. Et donc, je pense que c'est un produit d'appel qui va avoir son efficacité et que là, ils peuvent amener facilement dans tous les pays. Ah bah là, c'est leur droit, c'est un peu l'originals, donc. Oui, et puis en plus le produit pour la plateforme, donc pour le coup, et la langue, il y a pas ce souci-là. Ils peuvent mettre les sous-titres facilement et ça, on a l'habitude. Même si c'est pas traduit, bon, c'est pas grave, il y a les sous-titres et ça, on a l'habitude. On regarde tous des séries américaines, donc c'est pas comme la presse. La presse est vraiment un truc à part. Mais oui, donc toi, t'as été convaincu aussi par cette idée ? Convaincu. Alors bon, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qui sont très culturellement américaines et qui parleront peu peut-être au public. Ouais. J'ai même pas mentionné Oprah Winfrey, mais ça c'est typique, ouais. Voilà, on a aussi, tu vois, une série sur les news shows, sur tout un truc. Bon, oui, le morning show, ouais. Ouais, le morning show, ouais, qui parle pas peut-être spécialement à tout le monde, mais après ça peut être une série sympathique. Mais bref, c'est après d'un autre côté, je veux dire, Apple est américain, donc on s'intéresse à ça. Moi, j'ai noté quand même un truc. C'est derrière tout ça, il y a à chaque fois l'idée de, on a réuni les meilleurs en termes de créativité, machin, tout ça. Mais j'ai noté surtout un espèce de message politique dans les choix qui ont été faits. Ah, clairement. Sur l'inclusion même, tu vois, des personnes handicapées. Alors même si évidemment quand on voit Jason Momoa, on se dit pas c'est lui qui représente le mieux le handicap, mais bon, peut-être qu'il rentre pas dans ses chemises et ça c'est vraiment handicapant pour lui. Mais la série dans laquelle il joue, c'est quand même des mecs qui sont tous aveugles. C'est suite à un virus, un truc post-apo machin. Ils sont tous aveugles et tout ça. Et on nous parle un peu de comment serait la vie dans un monde où tout le monde serait aveugle finalement et tout ça. Il y a tous ces aspects-là. Ça va même plus loin. Toute la conférence était marquée par cette idée d'inclusion et mais ils l'ont très bien fait parce que même l'arrivée de Oprah, là on parle un petit peu politique, mais même l'arrivée de Oprah Winfrey était un message de réunion, de soigner nos divisions, parce que évidemment les États-Unis et le monde, mais les États-Unis en particulier sont incroyablement divisés, et l'idée était pas de dire il faut que ceux qui sont pas d'accord avec nous, on aille les convaincre que nous on a raison. Non. C'était écoutons-les et ramenons-les, redevenons une société où on peut se parler. Ce qui moi me parle beaucoup avec le Phileas Club. D'ailleurs, allez écouter l'édition française du Phileas Club de la semaine dernière. On a parlé de ce qui se passe en France, que en français, c'est sur frenchspin.com. Mais c'était intéressant parce que je crois que c'est un truc qui va peut-être faire grincer des dents les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, parce que clairement ils sont du côté démocrate, donc du côté gauche du spectre. On va dire que c'est le politiquement correct d'Apple. Voilà, exactement. Machin, voilà, mais il n'empêche que moi je trouve ça fonctionne quoi, et ça. Enfin bon, bref, je veux pas partir sur les questions mais tu vois, politiques. Le show sur les immigrants, machin et tout ça, qui est fait par des immigrants. Pour expliquer un peu cette situation-là et tout ça, et à la fin le message c'est nous ne sommes pas les autres, mais nous sommes, nous, dans le sens un peuple uni, quoi. Enfin, tu vois, tu sens le message politique derrière tous ces trucs-là. Mais même ça, c'était dit de manière à dire, c'est pas bien d'aimer de ne pas aimer les immigrants. C'était pas vous êtes raciste ou vous êtes xénophobe, vous qui êtes à droite, vous qui soutenez Trump. C'était plutôt regardez les immigrants, en fait, c'est ça. Les fils d'immigrants, ils ont fait ça. Les immigrants, ils ont construit ces choses-là. Donc, c'est un moyen de changer le regard en montrant des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit peut-être dans les émissions moins consensuelles qu'on a en ce moment, qui sont plus buzzy. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression on est toujours sur cette même ligne, la valeur du journalisme, la valeur de l'information, le travail des créatifs pour nous faire voir le monde. Alors oui, c'est les libéraux des côtes américaines, mais
l'idée d'Apple, c'est de faire quelque chose qui fait passer un message peut-être en partie politique, mais qui est en même temps consensuel, ce qui est difficile à faire. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais il y avait cette composante qui était clairement dans tout ce qu'ils disaient, quoi. Ouais, mais voilà. Donc bon. Mais sinon, oui, moi je pense que je testerai bien, au moins pour regarder quelques séries qui avaient l'air vraiment cool. Alors au final, sur l'ensemble de cette conf, on en a parlé un petit peu au début et puis pendant notre explication. Qu'est-ce que tu penses de ce que ça veut dire par rapport à Apple ? Moi, je disais, c'est l'Apple de Tim Cook. Il y a une orientation politique douce, on va dire, et consensuelle et très arrondie parce que c'est Apple, mais il y a cet aspect. Et puis, il y a surtout l'aspect, maintenant, Apple, c'est matériel, oui, et service qui joue une énorme partie et qui facilite la vie des utilisateurs. Et je crois qu'il y a du vrai dans tout ça, même si c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Oui. C'est en fait à chaque fois c'est la même remarque. Tout le monde dit mais on a déjà tout vu. Voilà, mais en fait la conférence a commencé avec un petit truc où il disait ben voilà, nous Apple, on fait du matériel, on fait du logiciel et du service. Alors il a rappelé iCloud, machin et tout ça. Et il dit et qui mieux que Apple peut intégrer le service dans le logiciel et le matériel qu'il maîtrise. C'était un peu ça le message global de Tim Cook au départ. Et moi j'ai trouvé ça très cohérent en fait. C'est très cohérent avec la stratégie même matérielle ou même logicielle. Enfin on voit bien toutes les choses s'imbriquer. Et à mon avis, pour les gens qui sont dans l'écosystème Apple, en tout cas, ça va très bien fonctionner. Après, la vraie chose, c'est est-ce que les services vont être un appel d'offres suffisant pour que les gens aillent vers le matériel ? Et est-ce que le matériel est un motif suffisant pour aller vers le service Apple ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a beaucoup qui soulevaient la question aussi de dire ça fait quand même beaucoup d'abonnements. Entre la presse, les jeux, la télé... Bon, la musique, après, en plus. La musique, ça commence à faire 40 € par mois, quoi. Et encore, si tu prends l'option familiale, tu rajoutes quelques euros supplémentaires pour la musique en particulier. Donc, ça commence à faire. Je ne sais pas si... Enfin, après, c'est à la demande. Hein. Tu peux t'intéresser qu'à la musique et au cinéma et finalement peu aux séries et peu à la presse. Mais voilà, je trouve que ça commence à faire. En même temps, Apple... Il y aura peut-être une réduction en fait, si on en prend 3 ou plus. Apple a créé un marché et a mis des appareils pour consommer tous ces médias dans les mains de tout le monde, mais eux-mêmes ne proposaient pas jusqu'à présent le contenu, à part avec la musique et puis quelques films payants et tout ça. Et en gros, pour eux, c'est la suite logique. C'est se dire pourquoi est-ce que je laisse le marché à Spotify, pourquoi je laisse le marché à Netflix ou Amazon, pourquoi... Enfin voilà, j'ai le droit aussi, moi, de lancer mon propre service. On se doute que dans les mois qui viennent, on va avoir quelques grincements de dents, voire quelques procès pour procès, voilà, exactement. Mais après, je vois pas pourquoi on interdirait à Apple de le faire. Enfin, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils sont chez eux. Moi, je trouve que c'est une bonne opportunité qu'ils ont saisie et la façon dont c'est fait, en tout cas, me semble plutôt intelligent. Moi, je crois qu'il y a vraiment, effectivement, cette valeur ajoutée d'Apple qui est importante, avec tout ce qu'ils offrent que les autres ne peuvent pas offrir sur des services similaires. Mais on voit, par exemple, que Google a décidé de se désengager de l'offre payante pour YouTube, pour les émissions qu'ils produisaient eux-mêmes. Et ils continuent à produire des émissions, des séries télé en fait, qui sont disponibles sur YouTube. Mais par contre, ils vont les sortir de l'offre payante avec abonnement et ils vont les mettre disponibles avec pub. Et ça, c'est complètement symbolique, c'est représentatif de ce qui se passe depuis longtemps, mais vraiment du point sur lequel appuie Apple avec toute cette conférence. Ce qu'ils disent, c'est, écoutez, vous avez le choix. Soit vous allez chez les autres, et ça sera moins cher, mais bonjour l'absence de sécurité et le tracking à tout va et la pub, etc. Et peut-être que pour certains, ça sera adapté, mais si vous venez chez nous, vous êtes, je vais reprendre l'exemple que donne toujours Jérôme sur Apple, vous êtes dans un hôtel. C'est confortable, c'est sympa, c'est un peu plus cher, vous n'êtes pas tout à fait chez vous, mais au moins vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à vous soucier de qui me traque, qui me change les draps alors que j'avais pas demandé, qui me machin, qui me... C'est
une offre en fait qui vous enveloppe, qui vous fournit tout ce dont vous pourriez avoir besoin, de la musique, des séries télé, des jeux. Alors oui, vous pouvez peut-être pas choisir toutes les séries spécifiques que vous voulez. Encore que pour aller chez Netflix, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de faire un pas de côté et vous êtes dans l'app Netflix. Mais il n'empêche, si vous êtes vraiment chez Apple avec l'abonnement Apple, vous avez tel et tel truc qui sont disponibles. Et on s'occupe de tout. Et vous avez à vous soucier de rien. Et ça a une vraie valeur. Et c'est vrai que on a jusqu'à maintenant énormément critiqué les business models avec pub qui sont le cœur de l'Internet aujourd'hui. En voyant Apple, je pense que certains diront « Ah bah ouais, mais attends, tu te rends compte de combien ça coûte au final ?» Comme tu le disais. Et c'est vrai. Oui. Mais du coup, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est « Bah oui, mais donc maintenant, vous comprenez pourquoi les modèles d'affaires avec pub sont intéressants aussi. Parce que oui, on vend nos données, c'est vrai, avec moins de contrôle qu'on voudrait, mais du coup, on a plein de trucs gratuits. Enfin, gratuits, qui sont accessibles à des gens qui n'auraient pas de quoi payer. Donc, bon. C'est intéressant. Débat compliqué. Bon, on a fait très très long sur Apple, mais je pense que c'était important parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on aurait pu en dire même encore plus. On va quand même passer aux news et rumeurs suivantes. Avant ça, je voudrais vous parler un tout petit peu de cette confiance que vous faites ou non à certains acteurs du monde de l'Internet et du travail qui est mis dans les produits qu'ils vous proposent. Et du coup, je vais vous parler de moi un tout petit peu. En fait, l'émission que je fais toutes les semaines, c'est vraiment une émission sur laquelle je travaille très très dur, parfois même un peu trop dur peut-être, mais sur laquelle je travaille très très dur pour vous proposer quelque chose qui acquiert votre confiance. Une émission à laquelle vous pouvez faire confiance. Alors parfois peut-être que vous serez un petit peu plus d'accord, un petit peu moins d'accord avec ce qu'on dit, mais l'important c'est qu'on va vous présenter les informations dans ce format sympa à écouter, agréable à écouter j'espère, et qui vous donne des points de vue intéressants et des analyses intéressantes. Et chaque semaine, vous pouvez être sûr que vous avez l'émission qui va être disponible et vous faites confiance à cette marque, le Rendez-vous Tech. Et si vous faites confiance, moi j'aimerais vous solliciter pour vous demander un petit peu d'argent. Si vous estimez que, bah oui, franchement, le Rendez-vous Tech, je compte dessus, peut-être que vous pourriez vous dire, ça vaut ma confiance. Que vaut votre confiance ? Est-ce que vous voudriez privilégier les modèles avec pub, vendre vos informations ? Peut-être que oui. Bon, en l'occurrence, nous, on n'a pas de pub. Mais pourquoi on n'a pas de pub ? Parce que on a le soutien des auditeurs qui choisissent de mettre un petit peu d'argent dans l'émission. Et c'est grâce à ces gens-là que vous pouvez écouter cette émission. Donc, votre confiance, à quelle valeur vous l'estimez ? Peut-être que l'émission vaut $1 par épisode, peut-être 2. C'est quelque chose que vous pouvez décider pour vous-même, mais si vous pensez que vous faites confiance à l'émission, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir un petit peu l'émission. En plus de ça, vous aurez accès, quel que soit le montant que vous donnez, au podcast privé des Patriotes, dans lequel, cette semaine dernière, j'ai parlé de plein de choses, de changements sur Patreon, du travail justement que je fais et qui nécessite beaucoup d'efforts, et de ma relation entre start-up et artisan. Est-ce que je me considère comme l'un ou comme l'autre ? C'est une discussion que j'ai eue, enfin une petite émission que j'ai proposée au soutien du Rendez-vous Tech sur Patreon. Donc c'est le podcast privé des Patriotes auquel vous pouvez vous abonner dans votre app de podcast, mais uniquement si vous êtes patriote. Donc patreon.com/rdvtech. Et justement, je voudrais, à propos de l'épisode de la semaine dernière, et on parlait de Apple et Spotify, Xavier a fait remarquer que quand on parlait d'Apple et Spotify, on n'a pas noté le point important du procès entre les deux entités, qui était le fait qu'Apple a lancé un concurrent à Spotify sur leur même plateforme, mais Spotify doit payer 15 ou 30% à Apple, alors qu'Apple, bien sûr, ne doit pas se payer eux-mêmes. Et ça influence la question de la concurrence et du monopole qu'a Apple sur sa propre plateforme. Donc merci à Xavier de l'avoir fait remarquer. On parlait de plein d'autres choses aussi, mais c'était important de le noter également.
Passons à la suite des news. Google Stadia a été annoncé par Google la semaine dernière. Alors Stadia, c'est un service de streaming de jeux vidéo. On vous en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Là, c'est vraiment ils ont passé le diplôme, le service de streaming de jeux vidéo, et Google s'y intéresse. Comme je disais, si Yann était là, il nous dirait que ça ne marchera toujours jamais et que c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Voilà, merci. Je le fais à sa place. On en parle beaucoup dans le rendez-vous jeu de cette semaine, donc vous pouvez aller écouter si vous voulez avoir tous les détails sur cette technologie et cette annonce. En gros, c'est un service de streaming, de streaming de jeux vidéo dont on n'a pas les détails financiers, donc on ne sait pas combien ça coûtera. La disponibilité, ça sera cette année. Selon eux, ça fonctionne en 4K 60 FPS avec des connexions. Bien sûr, il faut avoir la fibre. Cédric, en 2 mots, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce, toi ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal, même plutôt très bien. Le fait de se dire, je peux jouer à mon jeu n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sans avoir à installer une app, configurer quoi que ce soit. Enfin, voilà. Enfin, l'idée est bonne. Ça a souvent été comparé à Shadow d'ailleurs, qui pour moi sont 2 choses pas du tout comparables. C'est vraiment. En fait, dans un cas, on a un PC, dans l'autre, on a vraiment que le jeu. On se concentre sur la partie jeu, uniquement la partie jeu. Je pense que c'est un plutôt bon move à voir maintenant les jeux disponibles à la sortie. Ouais, on manque les détails. C'était vraiment une annonce pour les développeurs. Voilà, là, c'est une annonce même presque purement technique. On nous a fait la démo de la manette connectée en Wi-Fi directement au cloud et au service et tout ça. Ce qui est très intelligent d'ailleurs. Le fait d'arrêter son jeu, de le reprendre exactement où on l'a laissé sur une autre plateforme. Sans coupure, sans rien du tout. Moi, je trouve ça... J'ai été impressionné par la technique. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner en termes de catalogue. Mais si le catalogue est là, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il y a pas mal de choses sur le multijoueur, le multiscreening et tout ça qui ont l'air vraiment cool pour les gens qui font du stream. Ouais. Donc, moi, je surveille ça de près, en tout cas. Il y a, sur l'aspect technique, je vais le redire, je l'ai dit dans le rendez-vous jeu, mais je vais le redire, il y a vraiment 2 camps. Il y a le camp des gens qui l'ont essayé et pour qui ça fonctionne, et les gens qui l'ont pas essayé et qui disent ça marchera jamais. Alors bien sûr, il faut avoir la connexion qui va bien, mais ça, c'est comme pour Netflix, c'est comme pour plein de choses. Les besoins techniques sont un peu plus importants, mais oui, si vous êtes, je sais pas moi, en 2G au fin fond de l'Ardèche, bah effectivement, vous n'allez pas pouvoir voir Netflix, ça c'est établi. Là, c'est un petit peu le même problème. Il faut la fibre pour l'essayer, mais disons que 90% des gens qui l'ont essayé dans les bonnes conditions disent que ça marche assez bien. Alors pas assez bien pour convaincre les plus core gamers d'entre nous, des gens comme toi ou moi, Cédric, on voudra toujours une console en local ou un PC en local pour jouer nos jeux en local pendant quelques années au moins, mais c'est suffisamment bon pour fonctionner pour une énorme partie de la population. Donc ça, c'est à l'aspect technique. Je pense qu'à part des gens comme Yann, on n'est plus vraiment en train de débattre, quand on l'a essayé en tout cas, du fait que ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne après, on va dire ça fonctionne pas assez bien pour moi. C'est un autre débat avec la question de la latence, mais pour une énorme partie de la population et pour une énorme partie des types de jeux différents, ça fonctionne. Ensuite, il y a le truc qui est encore plus intéressant que ça, c'est la patte Google. C'est-à-dire qu'il y a des choses hyper intéressantes comme vous regardez une vidéo de jeux vidéo sur YouTube, et ben le fait d'avoir un service de streaming, ça veut dire que vous pouvez cliquez sur un bouton qui apparaît dans la vidéo qui dit « Jouez maintenant », vous cliquez dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre dans Chrome et vous jouez en 5 secondes. Mais vraiment, en 5 secondes, vous êtes en train de jouer au jeu que vous venez de voir. Et ça ouvre des possibilités qui sont énormes. Énorme, ça ouvre le marché, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter une console pour jouer à un jeu. On n'a pas besoin d'acheter un PC, un gros PC pour jouer à un jeu. N'importe qui peut jouer à un jeu à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, on s'affranchit totalement d'une quelconque plateforme. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme de Google en question, Stadia, qui d'ailleurs veut dire stade au pluriel, en latin, c'est une plateforme. C'est-à-dire que c'est une console, sauf qu'il n'y a pas de console physique, mais les développeurs doivent convertir leurs jeux sur leur plateforme. C'est vraiment une console dans le cloud. Mais l'accès aux joueurs est immense. Et on peut imaginer, si Google fait les choses à la sauce Google, pourquoi pas ? Alors, on ne sait pas s'il va y avoir un abonnement ou ce genre de business model, mais pourquoi pas un abonnement gratuit
qui soit financé par de la pub, un truc que Google fait très bien, pour jouer peut-être un temps limité ou à certaines parties d'un jeu, etc., avec certains titres disponibles. On pourrait imaginer ce genre de choses. D'ailleurs, il serait surprenant que Google, avec cette possibilité d'avoir accès à tous ces joueurs potentiels, ne propose pas, dans certains cas, des accès gratuits. On clique dessus, on a commencé à jouer, c'est une opportunité énorme pour recruter les gens. Ah oui. Ensuite, quel type de jeu ça va donner, je ne sais pas, mais il se focalise en tout cas pour le moment, sur des jeux de qualité AAA traditionnelle et pas forcément des petits free-to-play mobiles. Parce que ça, ils l'ont déjà par ailleurs. Mais oui. C'était intéressant, quoi. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non. Voilà pour nos réflexions donc sur Stadia. Toujours dans le jeu vidéo, il semblerait que Nintendo soit en train de réfléchir ou de concevoir deux nouvelles Nintendo Switch, une plus haut de gamme, une plus bas de gamme. On a souvent pensé qu'il pourrait sortir une console portable uniquement. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Les deux seront toujours à la fois portable et console de maison, mais ça serait plus ou moins puissant. C'est une idée intéressante et je pense qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup de Switch aux gens qui les ont déjà achetés. Instagram a ajouté des partenaires pour le shopping, notamment dans le domaine de la beauté et de la mode. C'est quelque chose d'hyper intelligent à mon sens. Le fait de pouvoir acheter un produit directement depuis l'app Instagram, pas sortir de l'app, on clique, on achète, c'est commandé et ça va arriver. C'est une opportunité, je dirais presque une opportunité dans un domaine très très ciblé, mais une opportunité pour Facebook, à qui appartient Instagram bien sûr, d'aller concurrencer presque un petit peu Amazon, quoi, ou en tout cas, Pinterest. Oui. Non, enfin, en fait, faut voir un truc, hein, c'est que Instagram a besoin aussi de rentrer de l'argent. Hein, c'est pas un service. C'est pas un service de charité. Hein. L'idée, c'est quand même de gagner de l'argent. La publicité, de façon classique, ça marche pas mal. La publicité ciblée, tout ça, vendre les données des utilisateurs, on sait que c'est un vrai business, le vrai business de Facebook. Mais là, le fait d'avoir cet aspect de shopping intégré dans l'appli, c'est plutôt intelligent. On est à un clic entre la publicité et l'achat, finalement. Avec l'idée de jamais quitter l'app et du coup Instagram de toucher aussi une commission sans doute d'apporteur d'affaires. C'est un mouvement plutôt intelligent et c'est vrai que souvent on voit un produit sur un truc et on se dit ah tiens, j'aimerais bien acheter ce truc-là, où est-ce qu'il a eu, tu vois, et en fait faut que j'y pense, attends, je vais aller sur machin. Ouais, c'est ça, et en fait là non, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur le site, tu te dis ok go, je l'achète et puis basta. Tu achèterais tes Nike par Instagram, toi? Je sais pas, peut-être pas mes Nike, mais il y avait une fois j'avais vu des chaussures de sport sur une photo et je m'étais dit elles sont vachement bien, c'est celles que j'ai d'ailleurs pour le hand que j'ai acheté. J'ai vu sur une photo d'un joueur de handball et je me suis dit tiens elles ont l'air vachement bien et je pouvais pas les acheter donc il a fallu que je cherche après sur le web tout ça et finalement j'ai fini par les trouver et elles sont vachement bien, elles ont réglé mes problèmes de maux de talons d'ailleurs et donc voilà. Oui c'est des chaussures hyper légères et tout machin. Et bref, je cherchais ça et je l'avais vu sur Instagram en premier. Donc, tu vois, comme quoi, s'il y avait eu le lien dedans, j'aurais pu l'acheter direct. Je pense que t'es pas le seul. Alors, il semblerait que Free ait perdu des clients à la fois sur son business fixe et sur son business mobile en 2018. Et ils ont annoncé un changement. Ils n'ont pas annoncé, mais on se doute qu'ils vont devoir changer d'orientation parce que les choses se passent pas bien. Quelles conséquences tu penses que ça va avoir chez Free ? Et peut-être même sur le marché de la téléphonie en France, quoi, parce que Free qui perd des clients. Non, je pense que c'est temporaire. Honnêtement, je pense que sur le mobile, c'est autre chose. Là, c'est des questions d'investissement et de réseau. C'est encore une fois, même si Free a fait d'énormes progrès, on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on devrait attendre d'un opérateur en 2019. Mais bon, tant pis. Ça, c'est tant pis pour eux. Sur le fixe, je pense que c'est leur offre qui est complètement merdique. On comprend rien. Déjà, la box, on a voulu faire plaisir aux geeks en mettant plein de trucs dedans, mais en fait, ça ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils sont déjà équipés à côté de tout le matériel qui est proposé dans la box et jamais ils prendraient une box opérateur pour faire ce genre de choses, sachant que quand tu changes d'opérateur, ta box, elle perd la moitié de ses fonctions. Donc, il y a vraiment cette offre Delta est quand même super bancale, je trouve.
l'offre avec leur Freebox entrée de gamme, j'ai oublié le nom, c'est la One. Je crois que c'est la One, je sais plus. Ouais, ça. Elle est plutôt intéressante. Maintenant, je pense que voilà, ils ont un problème de positionnement tarifaire avec la Delta. Et le fait que cette box serve un peu à rien, je pense qu'il y a quelque chose à faire plutôt avec la One ou une version peut-être modifiée de la One qui permettrait d'obtenir à peu près les mêmes débits que ce qu'on a avec la Delta. Mais moi, je pense que c'est un vrai problème de positionnement et d'offre qui n'est pas clair. La perte des clients sur le fixe. Ouais. Et sur le mobile, par contre, je pense que c'est toujours, ils jouissent toujours d'une mauvaise publicité sur la qualité du réseau, quoi. Mais qui n'est pas usurpé. Et mine de rien, non, tout à fait. Et mine de rien, les concurrents ont bien réagi avec des offres. Il y a des promos sans arrêt. Bien sûr, ouais. Sur des forfaits à 5 € avec 20 gigas ou même jusqu'à 100 gigas de data parfois. Donc en fait, est-ce que Free se battait sur le prix? Maintenant, ils vont peut-être devoir investir sur le réseau. Sur la qualité, sur le réseau, parce que sur le prix, ils avaient gagné, mais les gens se rendent compte que le prix ne suffit pas en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, à voir ce qui se passera dans les 2 prochaines années. Microsoft a déclaré que le support de Windows 7 va définitivement se terminer le 14 janvier 2020. Donc, dans un peu moins d'un an. Windows 7, sachez-le, représente encore 40% du marché du desktop. Donc, s'il y a des gens qui sont encore sur Windows 7 parmi vos connaissances ou vos amis, dites-leur qu'il est temps. Il est temps parce qu'un OS qui n'est plus soutenu pour le support des mises à jour de sécurité, c'est un OS vraiment dangereux. Donc, Windows 7, c'est quand même pas le tout dernier OS. Il faut commencer à penser à changer. Alors, les entreprises peuvent étendre le soutien jusqu'en 2023 en payant, si vous êtes une entreprise. Mais si vous êtes un utilisateur individuel, il faut penser à passer à autre chose. Il est temps maintenant. D'ailleurs, je ne sais même pas si Windows 10 est gratuit pour tout le monde pour mettre à jour depuis Windows 7. C'était le cas pour la première année. Est-ce qu'il faut payer pour passer à Windows 10 aujourd'hui ? Je pense que oui. Mais là, il faut profiter d'offres OEM. Vous achetez un disque dur et vous obtenez une licence moins chère. Ouais, moi je pense aux gens. Tu vois. Moi, je pense aux gens dont la famille a quelqu'un, tu sais, a des ordinateurs sous Windows 10. Et sous Windows 7, et c'est pas forcément facile d'acheter un disque dur et de le faire. Tu vois, c'est plus facile. Là, il faut changer d'ordinateur. Voilà, effectivement, l'autre solution. Il est temps parce qu'un ordinateur sous Windows 7 en 2019, il a combien d'années ? Attends, 1, 2. Windows 7, c'est sorti quand ? 4. Attends, mais parce que il faut voir Windows 8. Il y a eu 8 avant. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Windows 7, c'était 2009 quand même. Non, pardon. Sorti, oui c'est ça, 2009. C'est sorti en 2009 Windows 7. Imaginez un ordinateur qui a 10 ans, il est temps de changer de matériel. Non mais Windows 10 est sorti plus tard, donc ils étaient encore vendus avec Windows 7 pendant un moment. Oui. Mais quand même, il est temps là. Windows 8 c'était 2012. Bon. Ouais. Après, on nous explique qu'il y a 40% du marché, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait. C'est vrai. Faut pas oublier ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sous Windows 7 et finalement le grand public a pour... je pense une grosse partie déjà migrée en fait. Donc on renouvelle beaucoup plus vite le matériel chez les particuliers finalement que dans les entreprises. Que dans les entreprises, c'est sûr. Bon, Facebook a annoncé qu'ils avaient stocké plusieurs centaines de millions, vous avez bien entendu, millions de mots de passe Facebook et Instagram en clair sur un de leurs serveurs, entre 200 et 600 millions. De mots de passe. Alors, mais rassurez-vous, c'était pas accessible au grand public. C'est que les employés qui y avaient accès. C'est bon, vous êtes rassurés ? Alors, ils vont quand même, en informer les gens qui ont été concernés, donc les encourager à changer de mot de passe. Mais enfin, quand même, entre 200 millions et 600 millions, ça fait beaucoup. Ça, c'est la rumeur, 200 et 600 millions, mais c'est effectivement plusieurs centaines de millions. Bon, voilà. Merci Facebook. Bon, mais c'est que les employés, donc ça va. Mais oui. Imagine-toi, t'es employé Facebook, tu veux savoir si ta femme, avec qui ta femme discute et tout ça, tu as son mot de passe disponible. C'est très important. C'était une erreur, c'était pas disponible à tout le monde parce qu'ils voulaient le faire de cette manière, mais bon, ils n'en peuvent. Oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure, Patreon va faire quelques changements en mai pour ses créateurs. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je le fais dans
dans le podcast privé des Patreons des patriotes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, si vous voulez les détails et que vous êtes patriote, vous pouvez aller écouter le dernier podcast, le dernier édito. Celui où tu expliques que tu vas embaucher, c'est ça? Oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais j'explique pour résumer, en fait. J'explique entre autres que c'était dans ma discussion entre est-ce que je suis dans l'esprit start-up ou dans l'esprit artisan, et cette idée que je travaille beaucoup, mais que je me suis jamais mis dans l'idée d'embaucher, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Mais embaucher, c'est pas une décision anodine, surtout pour quelqu'un comme moi et dans ce contexte. Donc, bref, je donne plus de détails, mais bon, Cédric, je sais que tu t'es déjà proposé parce que tu es disponible. Ah bah, voilà. Donc bon, on verra comment ça se passe dans les mois à venir. Ouais, voilà. Non, Cédric, je peux pas lui payer ce qu'il demande, hein, bien sûr. Moi, je suis un pauvre petit artisan. J'ai rien demandé, tu veux pas savoir. Je sais bien comment ça se passe. C'est comme avec Google. Au début, on nous accroche avec rien, et puis après. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que Patreon est en train de se réorienter vers une société qui va, bien sûr, proposer des solutions de paiement, mais aussi proposer des services. Et ils vont adapter les différents niveaux de frais qu'ils vont prélever sur l'argent que touche le créateur aux différents services qu'ils proposent. Et en tant que créateur, je peux vous dire que les services que propose Patreon peuvent être hyper importants pour pouvoir se concentrer justement sur son boulot et pas sur plein de trucs comme gérer la TVA entre les 38 000 pays européens différents dans lesquels il faut les payer. Donc c'est une orientation hyper intéressante et ça arrive en mai. Et pour le coup, ils le font bien, contrairement à ce qui s'était passé la fois précédente quand ils avaient voulu changer les choses. Là, ils le font très très bien. Je donne les détails dans le podcast en question. Quoi d'autre? La ville de Paris va taxer les trottinettes, vous savez, les trottinettes électriques, et j'ai trouvé ça intéressant parce que la ville de Los Angeles, je ne sais pas s'ils taxent les trottinettes, mais ils ont demandé autre chose. Ils ont demandé aux sociétés qui opèrent ces trottinettes de leur livrer les données de GPS des trottinettes. Alors certaines résistent parce qu'ils disent que ça contrevient aux impératifs de vie privée, ce que je peux comprendre, mais c'est intéressant l'approche de Los Angeles parce qu'ils se disent « Bon ok, on va demander de l'argent, mais surtout ça peut peut-être nous aider à avoir plus d'informations sur la manière dont les gens se déplacent dans les villes avec ces données. » J'imagine qu'ils trouveront un compromis pour respecter la vie privée, mais c'est vraiment une approche intéressante, je trouve. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent en faire, mais... Non. Quoi d'autre à cause de la pression de l'Europe, comme quoi ça sert à quelque chose aussi, Google va laisser le choix du navigateur et du moteur de recherche sur Android. Donc, vous allez installer votre Android, lancer votre Android, il va vous demander quel navigateur web vous préférez, Chrome, Firefox, etc. et quel moteur de recherche vous voulez par défaut. Donc, vous pouvez choisir Qwant, DuckDuckGo, des trucs qui sont plus protecteurs de votre vie privée. C'est une bonne chose, non ? Bah oui. Très clairement. Ça vous rappelle Windows XP ou pas? Le truc, c'est que sur Windows XP, ça n'avait pas changé énormément les choses, je crois. En fait, c'était arrivé au moment où d'autres acteurs du monde du navigateur prenaient déjà le dessus parce qu'ils étaient meilleurs. Donc, mais sur Android, je crois que les choses sont un petit peu différentes. Comme c'est entièrement basé sur l'aspiration des données privées. Quoi d'autre? Il y a certains pays européens qui certains pays qui ont mis en grève Wikipédia, enfin certains éditeurs de Wikipédia qui ont mis une journée noire sur Wikipédia, donc Wikipédia n'était plus accessible le 21 mars pour protester contre la directive du droit d'auteur, la nouvelle directive du droit d'auteur dont on a parlé à plusieurs reprises, mais bon, elle continue sa marche inexorable, donc je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire. Je suis vraiment en... Je ne sais pas comment gérer cette question, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises et longuement de cette... vous savez, l'article 11 et l'article 13, voilà, qui vont mettre en place des filtres et qui vont mettre en place la link tax, la taxe au lien. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas vous refaire les détails, mais j'ai l'impression que... les roues sont en train de tourner et qu'on ne peut pas les arrêter, même si on va protester. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, donc je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu as une idée, mais... Ouais, mais tu as un vrai sentiment d'impuissance, en fait.
Ouais, bon, en tout cas, c'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises et je sais pas si ça vaut la peine de l'évoquer encore à chaque fois qu'il y a un problème, mais bon, à un moment, ça va finir par être voté. Mais bon, en tout cas, on n'est pas encore à certains extrêmes, comme la Russie où Vladimir Poutine a signé une loi qui bannit les fake news. Ok, comment bannir les fake news, je sais pas, mais bon, il l'a signé et qui pénalise. Alors attention. Ceux qui postent du contenu qui est insultant envers les officiels de l'administration de l'État et les symboles de l'État et la société russe. Ok, d'accord. Il bannit les fake news et il y a quand même RT, hein, donc Russia Today qui est un média qui propage énormément de fake news. Chez nous en France d'ailleurs, hein, et pas que. C'est quand même assez incroyable en fait. Ouais. Bah, enfin, plus ça va, plus la Russie de Poutine est en train de se totalitariser. Voilà, bah, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la question des fake news, qui à la limite on pourrait comprendre l'argument, le fait de bannir... vous n'avez pas le droit de, vous n'avez pas le droit de critiquer l'État, en gros. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas insulter les symboles de l'État ou la société russe, mais enfin, c'est incroyablement vaste, là. Là, on se met à penser à des musiciens, des artistes, des Est-ce que je peux dire que j'aime pas la vodka ou pas, quoi? Mais c'est ça. Du coup, si elle est polonaise, oui. Si elle est russe, non. Bon, pour finir sur un ton un petit peu plus joyeux, on va avoir un truc un peu plus sérieux après, mais est-ce que tu as vu cet élément de recherche de NVIDIA? On a beaucoup parlé avec Christophe qui s'intéresse énormément à l'IA et au machine learning. On a fait un gros sujet dans le dernier Bit, justement, sur cette partie-là, sur l'idée de transformer les gribouillis en paysages. Et c'est hyper intéressant. Alors, on va vous ouvrir l'appétit. Vous pourrez aller regarder Bit si vous en voulez plus. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez un espace de travail blanc dans lequel vous pouvez faire des gribouillis sur ordinateur. Et vous pouvez mettre, par exemple, un gros blob marron et puis un autre gros blob marron. Et puis, vous mettez un fond bleu un peu clair en bas et un fond un peu clair, un peu plus foncé en haut. Et les algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning de NVIDIA vont identifier que le fond bleu en bas, c'est la mer, le fond bleu en haut, c'est le ciel, et les blobs marrons, c'est des rochers ou de la terre. C'est un poil différent, le fonctionnement. En fait, on dit où on veut de l'eau et où on veut du ciel. Voilà, en gros, il y a six éléments qui sont proposés. Je crois que c'était 6 de base. Les nuages et tout ça en font partie. Et en gros, vous coloriez à l'arrache un paysage en disant tiens, ça c'est de l'eau, donc je prends l'outil eau. Alors effectivement, là, il est bleu clair, donc on met du bleu clair. Je prends l'outil rocher. Tu dis vous coloriez un paysage. Je pense qu'il faut préciser. On dessine les formes en fait. On dessine un blob, on dessine un rectangle et un autre rectangle. Et c'est tout ce qu'on fait. C'est pas qu'on dessine un peu un paysage. Non. C'est on place des éléments. Et on choisit le type d'élément. C'est-à-dire que si je prends du rocher, je dis je veux que le rocher il ait cette forme-là. Je dessine vaguement la forme avec le. C'est vraiment un rond, et il quoi. va me sortir. Oui, c'est ça. Ça peut être un rond, ça peut être un carré, ça peut être même un triangle ou n'importe quoi. C'est fait à main levée, certains trucs. Ça. Donc vous donnez la forme que vous voulez. Pareil pour un arbre, pareil pour le ciel, une montagne ou que sais-je. Ouais. Donc, et après, c'est assez impressionnant. Et lui, il va dire réel. Voilà, c'est ça. En temps réel. C'est pas qu'il dessine, c'est qu'il affiche une image qui correspond vraiment 100% à ce que vous avez dessiné, mais une image qui pourrait être, là où c'est impressionnant, c'est que ça pourrait presque être un paysage réel. Alors quand on regarde les limites entre les différents éléments, on voit bien que parfois il y a des petits flous, il y a des petits, mais c'est le début de la technologie, mais quand on fait pas trop attention, on a l'impression de voir un vrai paysage, quoi. Il y a 20 éléments, j'avais oublié, parce qu'ils ont rajouté quand même pas mal de trucs, les collines, les fleurs, la pierre, le gravier, le sable, ce genre de trucs, quoi. Et c'est hyper impressionnant. On voit dans la vidéo de présentation où quelqu'un va rajouter une ligne bleue, une ligne d'eau au milieu d'un océan de verre, c'est-à-dire d'herbe ou de prairie ou de forêt.
eh ben ça va créer une rivière qui ressemble à une rivière. C'est pas juste qu'il a mis de l'eau, ça ressemble à une rivière avec c'est photoréaliste en fait. Ouais, c'est hyper impressionnant. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais plus comment s'appelle la technologie, s'ils l'ont nommée. C'est simplement une vidéo de Nvidia. Vous pouvez trouver le projet vidéo... Gogan, ça s'appelle. Le projet, pardon. Gogan. Gogan. GAU-GAN. GAU-GAN, et vous avez la chaîne de Nvidia sur YouTube qui présente la chose en question. C'est vraiment impressionnant. Et dernière chose que je voudrais évoquer, même si l'émission s'allonge, j'aime bien parfois mettre en avant les antinomies qu'on retrouve dans nos arguments. Il y a une chose qui a été notée par le Conseil national du numérique sur la nouvelle loi sur la cyberhaine, où en gros, la proposition de loi est que les opérateurs de services Internet devraient, on parle de la France, les opérateurs de services Internet devraient supprimer un contenu quand il contrevient manifestement à la loi. C'est-à-dire que quand il y a tous ces contenus où on se dit « Ah, mais enfin, Twitter a ses atermoiements alors que clairement, c'est un contenu qui est manifestement... qui devrait être interdit, qui ne devrait pas être accepté. » Eh bien, la loi dit quand c'est clair, on laisse à l'opérateur du service le soin et le devoir même de le supprimer. Donc on met là encore un petit peu plus l'outil de suppression et de contrôle dans les mains de l'opérateur, ce qui est une chose qui n'était pas forcément souhaitable selon moi quand on a commencé à le faire il y a quelques années, même si on a constaté que ça n'a pas mené à trop de dérives. Par contre, le Conseil national du numérique fait remarquer quelque chose d'hyper intéressant, c'est que l'amende en cas de non-exécution de cette directive se monte à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel, qui est évidemment monumental. Il faut supprimer le contenu dans les 24 heures, sinon on peut être soumis à ce type d'amende, au maximum bien sûr. Et ce que dit le Conseil national du numérique, qui est très juste, c'est que vu le montant de l'amende, ça encourage énormément les services à pécher par excès de prudence, et donc à pencher vers la censure. Et c'est un problème essentiel. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit, si c'est manifestement interdit ou illégal, il faut le supprimer très vite. Ok, pourquoi pas. Mais on leur retire une sorte de sérénité de jugement en leur disant, vous avez une amende qui représente 4% de votre chiffre d'affaires annuel. Là, ils vont se dire, ok, dans le doute, on enlève. Évidemment, c'est pas souhaitable. Ça, c'est un raisonnement qui tient parfaitement. Là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que suite à l'attentat terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande la semaine dernière, que je ne voulais pas forcément évoquer parce qu'il y a, pour tout un tas de raisons, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a vu énormément de critiques envers les opérateurs de différents services qui, selon les critiques, n'auraient pas fait assez bien, assez vite. Et il y a pour moi cette dualité où, quand les opérateurs suppriment des choses, on dit, ou quand on leur demande de supprimer des choses, on dit, il y a des gens pour dire « Ah mais attention aux dérives de censure », ce qui est tout à fait justifié. Et de l'autre côté, quand ils font des choses où ils font de leur mieux, mais ils vont pas assez vite. Il faut avouer que les vidéos en question ont été supprimées dans les premiers cas, quand elle a été diffusée sur Facebook, ça a pris 12 minutes pour le supprimer, ce qui n'est pas non plus un temps complètement fou pour supprimer le truc quand on sait qu'il y a des milliers, des millions de vidéos mises en ligne en permanence. 12 minutes, c'est relativement rapide, mais évidemment, elles sont ressorties à plein d'endroits différents et on a critiqué Facebook, Reddit, YouTube, parce que la vidéo revenait tout le temps. Et ils avaient du mal à la détecter parce qu'avant d'avoir fait l'analyse de cette vidéo spécifiquement, il est difficile de la détecter automatiquement. Et donc, on leur a reproché de ne pas en faire assez. Et donc, pour moi, il y a ce contraste qui est vraiment fort où
quand ils font beaucoup, on leur dit qu'ils en font trop. Et quand ils en font... ils essayent de bien faire, on leur dit qu'ils en font pas assez. Et moi, j'aurais une conclusion, mais je sais pas, je suis curieux, Cédric, si toi, ça t'évoque quelque chose aussi, ou qu'est-ce que tu en penses de ce contraste? Je partage ton analyse. C'est-à-dire que je pense que, en fait, c'est toujours le même problème de est-ce que le souci c'est l'outil ou est-ce que c'est les gens qui utilisent l'outil. On en revient à chaque fois à ce truc-là. Et YouTube propose un outil, les gens l'utilisent comme ils l'entendent, il y a des règles à respecter pour l'utilisation de l'outil. YouTube fait en sorte qu'on respecte les règles le mieux possible. On est face à des cas qui se présentent pas tous les jours et fort heureusement. Se dire que là on voit YouTube, le principe c'est que la vidéo elle était uploadée sans arrêt. Et c'était très compliqué pour eux, comme tu dis, sans avoir analysé complètement la vidéo. Et la vidéo complète, parce qu'il y avait beaucoup d'extraits en fait aussi, et des choses qui étaient difficilement identifiables. Ils n'avaient pas l'outil technique. Et se dire, est-ce qu'on doit imposer à ces sociétés une vérification manuelle pour être sûr que ça passe? Et là, ils en feront sans doute suffisamment assez, tu vois, mais avec le risque que la plateforme devienne complètement inutilisable pour les gens qui uploadent des vidéos. C'est facile de leur reprocher ça, de leur dire vous en faites pas assez, vous allez pas assez vite et tout ça. Il faut juste voir si techniquement aujourd'hui c'est faisable. Et on se rend compte qu'on arrive à une vraie limite technique aujourd'hui. Là, le problème de YouTube, c'était une vraie limite technique. Pareil pour Facebook. Pour Facebook, on a on a une attaque qui est diffusée en direct. Donc l'analyse en direct, c'est pas la même qu'une analyse a posteriori ou une vidéo qui est uploadée. Pour que le live s'arrête, il faut un signalement et tout ça, et que le live s'arrête. Enfin, il faut dénoncer la personne et tout ça. Je sais pas comment ça s'est passé exactement sur Facebook, mais à noter, donc voilà, 12 minutes après le live broadcast, la vidéo reste en ligne pendant ces 12 minutes-là, et là, elle est enfin supprimée. C'est-à-dire que, oui, j'ai dit 12 minutes, en fait, c'est le premier signalement qui est arrivé 12 minutes après le broadcast se soit terminé. Mais alors qu'il y avait plus de 200 personnes qui regardaient la vidéo en direct. Et là où c'est facile à critiquer a posteriori, c'est que déjà, quand on voit le truc, il faut comprendre de quoi il s'agit. On est au moment de la diffusion en direct. Est-ce que c'est pas un live? Voilà. Est-ce que c'est un film? Voilà. Est-ce que c'est un film? On sait. Nous, bien sûr, on sait qu'il y avait un attentat à Christchurch à ce moment parce que on l'a su après. Mais là, c'est en direct, donc évidemment, c'est compliqué de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et si jamais, et si jamais on va dans l'excès inverse, imaginez-vous, si jamais on dit ils auraient dû supprimer quand même, ils auraient dû savoir. Du coup, on tombe dans l'excès que critique le Conseil national numérique avec raison, avec justesse, qui n'est pas souhaitable non plus, c'est dans le doute, on supprime tout. Et du coup, on en vient à des situations comme les critiques également justifiées qu'on fait à YouTube ils suppriment plein de trucs sans que ça soit... sans que ça soit justifié, où ils bloquent des vidéos, ils bloquent des monétisations, etc., pour des questions de droits d'auteur qui sont évidemment beaucoup moins graves que celles dont on parle ici. Mais c'est tous ces excès du système. Au final, moi, ce dont j'ai l'impression, avec mon analyse et mon historique de tous ces systèmes, c'est que le système a fonctionné. Vouloir que ces vidéos soient immédiatement rendues indisponibles, c'est utopique. C'est impossible. C'est impossible sans simplement faire retourner la machine à remonter dans le temps et revenir à un moment où il n'y avait pas d'Internet. Là, oui, effectivement, on n'aurait pas ce problème. Mais si on accepte qu'il y a Internet et qu'il y a des services qui vous proposent de mettre en ligne du contenu comme vous le souhaitez, avec les contrôles qu'on a en place, qui fonctionnent dans 99,999% des cas, il y aura toujours 0,0001% des cas où on aura ce genre de problème. Des cas qui sont impossibles à gérer, comme celui-là. Je ne vois pas comment, hormis si les utilisateurs signalent en masse et que, un peu comme sur Twitch finalement, quand tu arrives à un certain seuil de signalement d'une vidéo, la chaîne ou le live, la chaîne est suspendue pendant 24 heures, le temps d'être analysé par les équipes de Twitch. Mais là, c'est pareil, si les gens ne signalent pas le contenu parce qu'ils ne savent pas vraiment face à... ce qu'ils sont en train de regarder, c'est compliqué. Et là, c'est pareil. Imagine, tu as un live de, je sais pas moi, quelqu'un qui est... je vais reprendre le vieux débat qui a animé la France pendant un moment.
quelqu'un qui est pour le mariage pour tous, et en face, tu as des gens qui sont contre, qui décident de signaler la vidéo et qui vont bloquer le live pendant 24 heures, le temps que le truc soit validé. Tu vois, enfin, c'est compliqué parce qu'on peut évidemment s'en servir quand c'est la communauté qui s'occupe de la censure, parce que c'est un des outils qui a été évoqué. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens puissent signaler les choses. Mais quand on veut un peu l'automatiser et tout ça, on peut aussi restreindre la parole de certaines personnes, juste parce que en face, on a des gens qui ont envie de les faire taire. Donc, alors que là, on n'est pas sur une histoire de mass murder. Et donc, on ne peut pas appliquer les mêmes règles à tout, mais en même temps, on est obligé de faire une règle générale. Donc, le problème est très complexe. Trouve que c'est hyper complexe, et je trouve que moi, on est aujourd'hui dans à peu près un bon équilibre. Je comprends la démarche de la nouvelle loi sur la cyberhaine. Le fait de se dire, oui, si jamais c'est manifestement illégal, il faut le supprimer dans les 24 heures. Là, on parle de dans les 24 heures. Les vidéos sur Christchurch ont évidemment été supprimées beaucoup plus rapidement. Et à chaque fois qu'elles réapparaissaient, elles étaient supprimées beaucoup plus rapidement. Donc, mais en même temps, on a l'autre côté qu'on a évoqué au début. Si on pousse tellement les opérateurs de ces services à le faire qu'au final, ils se disent, OK, je vais pas réfléchir, je vais plutôt être prudent. Et on se retrouve dans des situations de chiffre d'affaires. Voilà, on se retrouve dans des situations comme celle que tu évoquais, un débat politique intense, des gens qui font un raid sur une diffusion en direct d'un truc qui leur plaît pas. On se retrouve avec de la censure qui est également critiquée. Donc voilà, c'est un cercle vicieux, enfin pas un cercle, mais un truc dont on se sort pas. Et encore une fois, je trouve que là, le système a fonctionné dans le cas de Christchurch aussi bien qu'on pourrait. Je crois que vraiment, la critique est facile, mais on a le meilleur compromis, même si on a des événements malheureux. C'est pas parfait, mais aujourd'hui, faut placer le curseur à un endroit, et je pense qu'effectivement, comme tu dis, on est plutôt pas trop mal là. Bon voilà pour notre conclusion sur ces sujets graves, mais si on veut des choses un petit peu plus légères, dis-moi Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet ? studiorenegade.fr. Donc voilà, vous retrouvez le rassemblement que je préside, moi président, et donc du coup vous nous retrouvez aussi sur twitch.tv/Studio Renegade avec toutes nos différentes émissions en direct. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Excuse-moi, j'écoutais plus parce que ma femme est revenue et elle a trouvé des boîtes de mouchoirs. C'est des Kleenex ? Non, mais c'est des bons mouchoirs. En Finlande, il y a un truc super bizarre. Ils n'ont pas de boîte de mouchoirs. C'est dingue. D'accord. Ils ont genre des petits sachets en plastique tout pourris et les seules boîtes de mouchoirs qu'on a trouvées dans la région à côté, c'est des mouchoirs genre une seule feuille, tout rêche et tout. Oui, et moi qui suis en train de tomber malade. Excuse-moi, j'ai des vrais problèmes dans la vie, moi. Mais je comprends. Donc, il faut pas abîmer ton petit nez. Et sinon sur Twitter @Cédric Bonnet. Voilà. Pardon, donc Twitch, Studio Renegade et voilà. je vais reprendre les lives, j'espère bientôt. Je suis toujours dans le rush, mais je vais essayer. Il n'y a pas de souci. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr et vous retrouvez aussi le rendez-vous jeu, ou alors dans votre application de podcast, bien sûr. Et comme vous le savez, si vous souhaitez soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvtech. Payer pour avoir confiance, ou non, faut que je trouve un slogan qui fonctionne, genre la confiance ça se paye, ou la confiance ça vaut quelque chose, je sais pas. Y a un truc à faire pour être plus impactant et continuer à être toujours meilleur, je sais pas, il faut que je sois dans l'esprit startup un petit peu plus. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ou pas. Startup Nation, on te trouvera un slogan. Bon, merci à vous tous d'avoir écouté pour cet épisode un petit peu long comme à la grande époque, et on sera de retour dans une semaine, avec Cédric, j'espère. Exactement, oui, je serai là. Super. Ciao à tous.